Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les easter eggs les plus importants que l'on peut retrouver à travers les différents épisodes de la saison 1 de The Bad Batch. Donc je vous invite d'ores et déjà à partager les clins d'œil les plus discrets que vous avez pu repérer de votre côté dans les commentaires pour les partager, ça peut toujours s'avérer utile. Mais sur ce, ne perdons pas de temps et commençons dès à présent avec les clins d'œil que nous pouvons trouver dans le premier épisode. Et pour démarrer avec l'easter egg le plus évident, la première séquence prend place sur la planète Keller et met en scène la maître Jedi d'Epa Bilaba et son jeune apprenti Caleb Dume. Une référence évidente au comics Kanan Jarrus sorti en 2015, même si la série aura modifié de nombreux éléments sur le déroulement de ce passage de l'histoire. Mais je pense que nous en avons suffisamment parlé par le passé, notamment dans ma première vidéo sur la série, donc pas besoin de revenir là-dessus. Plus tard, la Clone Force 99 évoquera le secteur J-19, il nous était dès lors possible de deviner ce qui se passerait dans l'épisode suivant, étant donné que ce secteur était déjà mentionné dans The Clone Wars, et qu'il s'agissait de Salokami, planète sur laquelle se trouvait le clone déserteur Cut Lawquane et sa famille. Au niveau des caméos de cet épisode, nous pouvons noter les apparitions de Wiluf Tarkin, le grand Moff visible également dans Un Nouvel Espoir ou Rogue One, qui a quand même pris un sacré coup de vieux en quelques années. Il y a également Saw Gerrera, le célèbre rebelle introduit dans The Clone Wars, puis incarné sur grand écran par Forrest Whitaker. Enfin, le droïde Asie que l'on retrouve dans cet épisode est bien le même petit droïde qui venait en aide à Fives dans la saison 5 de The Clone Wars. Encore une fois, avec les séries chapeautées par Filoni, le monde est vraiment petit. Et donc, dans l'épisode 2, nous retrouvons évidemment Cut Lawquane ainsi que toute sa petite famille, avec ses deux enfants qui ont bien grandi. Et parmi les autres clins d'œil que l'on peut retrouver dans cet épisode, on peut citer la présence d'un Nexu, un prédateur que l'on peut notamment observer dans l'attaque des clones. Concernant le troisième épisode, nous pouvons retrouver nos héros sur une planète abandonnée qui peut nous faire penser au moment où Han et Leia se posent à l'intérieur d'un astéroïde dans l'épisode 5. Mais à titre personnel, je pense qu'on peut également ressentir une ambiance similaire à celle que dégageait LV-426 dans le premier Alien. Cette lune, car il s'agit bien d'une lune, porte également le nom d'Ordo, elle partage ainsi le même nom que le mercenaire mandalorien de KOTOR, Canderous Ordo. Nous pouvons ensuite découvrir la mise en place d'une escouade de soldats d'élite dont l'armure nous rappelle évidemment celle des Shadow Troopers, mais l'on peut également y voir les prémices des futurs Death Troopers, dont le casque se rapprochera pas mal de celui de Crosshair. Ou bien encore de l'escouade Inferno, que nous avons pu découvrir dans le mode campagne de Battlefront 2. A noter d'ailleurs qu'à partir de cet épisode, les armes des Impériaux tireront des lasers de couleur rouge, tandis que ces mêmes armes tiraient des rayons de couleur bleue sous le règne de l'Empire. Dans l'épisode suivant, nous pouvons retrouver la chasseuse de primes introduite dans The Mandalorian, Fennec Shand, un personnage que nous retrouverons en fin d'année dans la prochaine série Star Wars, The Book of Boba Fett, qui a ici été engagé par Nala Se pour retrouver Omega. La majorité des scènes de cet épisode prennent place sur la planète Pantora, une planète qui abrite les Pantoriens, des humanoïdes à la peau bleue, et George Lucas avait d'ailleurs prêté ses traits à l'un d'entre eux par le passé en incarnant le baron Papanoïda. Ensuite, dans l'épisode 5, nous avons l'occasion de découvrir un bébé rancor. Celui-ci se révélera être une femelle nommée Muchi, étant destinée à être offerte à Jabba le Hutt par son majordome, le Twi'lek Bib Fortuna. Cependant, cela ne signifie pas que ce rancor est celui que l'on voit dans l'épisode 6, le retour du Jedi, car jusqu'alors, celui-ci se faisait appeler Patissa. La Bad Batch découvre par la même occasion la planète Ord Mantell, mentionnée pour la première fois par Han Solo dans l'Empire contre-attaque. L'escouade de soldats clones est par ailleurs confrontée aux esclavagistes zidjériens, une espèce que nous avions déjà pu croiser dans un arc de The Clone Wars, dans laquelle le trio magique formé par Anakin, Ahsoka et Obi-Wan essayait de sauver les Togrutas, qui avaient été réduits en esclavage par ces fameux zidjériens. On notera également que la Bad Batch vient en aide à 2 personnes dans cet épisode, ceux-ci sont en réalité des Fallen, dont l'espèce est bien connue pour avoir de nombreux membres représentants au sein du Soleil Noir. Une organisation criminelle dont le membre le plus connu nous vient d'ailleurs du Legends et était connu sous le nom de Xizor. Pas grand chose à noter ensuite dans l'épisode 6, si ce n'est la présence des Sœurs Martez, des personnages qu'Ahsoka avait côtoyés pendant quelques jours avant de rejoindre Bo-Katan dans sa lutte pour récupérer Mandalore. Nul doute qu'elle a ensuite servi d'intermédiaire entre les deux jeunes femmes et le capitaine Rex. Il semblerait également que le droïde qui les accompagne ne soit nul autre que R7, le droïde qui a appartenu à Ahsoka et qui était considéré comme détruit à la fin de la saison 7. Mais il n'est pas impossible que celui-ci ait été réparé, puis offert aux Sœurs Martez. Nous voyons ensuite dans l'épisode 7 le capitaine Rex faire clairement son retour. Mais le clin d'œil le plus important de cet épisode est la planète sur laquelle se déroule la majorité de l'action, qui est Bracca. Planète sur laquelle se déroule le début du jeu Jedi Fallen Order, où nous découvrons le jeune Cal Kestis, un padawan Jedi en fuite qui cherche à se cacher de l'Empire. Dans l'épisode suivant, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est noter l'apparition et le retour du charismatique chasseur de primes au chapeau, le Duros Cad Bane.
que l'on avait pu lui aussi découvrir dans The Clone Wars et qui était jusqu'alors considéré comme mort, après une éventuelle confrontation contre le jeune Boba Fett qui aurait mal fini pour lui. On pourra également noter un joli clin d'œil au jeu vidéo République Commando, avec le passage en première personne avec un HUD particulièrement similaire à celui du jeu. Mais ce n'est pas tout, car le bruitage que l'on peut entendre dans l'épisode est également le même que celui que l'on peut entendre dans le jeu. En ce qui concerne l'épisode 9, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que nous apprenons que le premier nom de Boba Fett était Alpha. Cela peut faire écho à certains clones du Legends, et notamment à un en particulier qui s'appelait également Alpha, mais on peut aussi comprendre par là que Alpha alias Boba Fett et Omega sont les premiers et derniers représentants du patrimoine génétique de Jango Fett selon l'alphabet grec. Même si en soi ce n'est pas vrai, car Omega était par exemple là avant la Bad Batch. Enfin, ce lieu de clonage à l'abandon peut, dans sa forme et dans ses couleurs, un peu angoissantes, nous faire penser à Exegol, la planète que nous découvrons au début de Star Wars 9. Dans l'épisode suivant, nous redécouvrons la planète Raxus, sur laquelle se situait le Parlement des sénateurs séparatistes dans The Clone Wars. Nous apprenons par ailleurs qui a pris la suite de la sénatrice Mina Bonteri suite à son assassinat par des agents du comte Dooku. Et pour votre information, le nom de Raxus nous vient directement du Legends, étant donné qu'une planète bien connue des joueurs du pouvoir de la Force portait le nom de Raxus Prime. Ensuite, dans cet épisode 11 qui met en avant la planète Rylot, nous sommes amenés à croiser tout un tas de personnages que nous avons pu découvrir dans The Clone Wars ou bien encore dans Rebels, avec notamment toute la famille du rebelle Cham Syndulla. À la fin de l'épisode, et même si le doute était de mise, le sénateur Aunt Frita est bien vivant, et heureusement car il est censé être toujours présent des années plus tard comme sénateur, étant donné qu'on le retrouve vivant dans le livre Les Seigneurs des Sith. Concernant l'épisode 12, il n'y a aucun easter egg de particulièrement intéressant à présenter, donc je vous propose de passer directement à l'épisode suivant. Et là encore, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que l'épisode met en avant deux espèces dont les représentants ont souvent un rôle à jouer au sein des milieux criminels, que ce soit les Devaroniens ou les Pikes. Ensuite, dans l'épisode 14 qui reprend le fil de l'histoire concernant la Bad Batch, nous sommes amenés à en apprendre un peu plus sur le projet Griffe du Guerrier, ce qui nous permet de voir les premiers prototypes de Stormtroopers, dont le design s'inspire des premiers concept art de Ralph McQuarrie pour Un Nouvel Espoir. De plus, ces soldats sont entraînés par des clones commando, j'y vois là encore un clin d'œil à la série de romans République Commando. Cet épisode nous présente également le retour du personnage de Gregor, ce qui nous permet de comprendre comment il a survécu à l'explosion qui était intervenue dans la saison 4 de The Clone Wars, mais également d'apprendre comment il a rejoint Rex, vu que les deux sont ensemble dans Star Wars Rebels. Reste à découvrir comment Wolf les a rejoints désormais, mais peut-être que la saison 2 répondra à cette question. Enfin, la grande surprise de cet épisode, elle est pour les fans du jeu République Commando et de l'escouade Delta, puisque l'un de ses membres, le soldat Scorch ou Nitro en VF, fait son apparition et donne bien du fil à retordre à nos héros. Pour poursuivre avec l'épisode 15, celui-ci contient également assez peu de clins d'œil, mais on peut malgré tout citer le retour du thème musical de Kamino, ce qui continue de ravir nos oreilles. Et nous avons surtout pas mal de scènes qui fonctionnent en effet miroir, comme les Vénators qui prennent pour cible Kamino alors qu'ils la protégeaient jusqu'alors, le combat dans la salle d'entraînement qui nous rappelle le premier épisode, et je prends un peu d'avance pour la suite, mais également une scène qui met en avant une conversation entre Crosshair et Omega, ce qui nous remémore évidemment une scène qu'ils partageaient dans le premier épisode, là encore. Enfin, il n'y a pas beaucoup à dire sur la fin de cette saison 1, si ce n'est revenir sur cette séquence finale, dans laquelle nous découvrons une base secrète impériale dans laquelle est menée la spécialiste du clonage Nala Se, escortée par de nombreux commandos impériaux, dont certains adoptent un nouveau design assez grisâtre, qui n'est pas sans nous rappeler les designs de certains soldats clones qui stationnaient sur Kamino durant la guerre des clones. À travers cette séquence et surtout ce qu'on peut déduire de cette scène, on peut y trouver un possible clin d'œil à la base secrète du Montantis dans l'ancien univers étendu, qui servait à l'empereur Palpatine pour dissimuler certains de ses projets, ce qui avait notamment été utile à Thrawn pour rivaliser face à la Nouvelle République. D'ailleurs, des concept art qui nous ont été révélés présentent bien la notion de Montantis, la théorie semble donc bien se confirmer. Si vous voulez en savoir plus sur cette hypothèse, je vous invite à aller voir la fin de ma vidéo bilan dans laquelle je développe un peu plus cette théorie. Enfin bref, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager la vidéo autour de vous ou bien évidemment à la liker. Sur ce, je vais vous laisser, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.